retenir que l'égalité entre les hommes et les femmes s'est immédiatement imposée comme une dimension centrale, cruciale de ce mouvement, que la principale victoire jusqu'à présent, c'est une libération de la parole et la chute du mur de la peur au Maroc, et que les femmes ont investi à l'occasion de ce mouvement l'espace public par une présence active dans ce mouvement. On va tout de suite passer la parole. Je peux juste dire que le Maroc a levé les réserves sur la CEDAW le 3 juin, quand même. C'est peut-être important de le signaler. Alors, lever les réserves, ça ne veut pas dire mettre en place une loi égalitaire tout de suite, mais en tout cas, il y a eu en tout cas une annonce officielle dans ce sens-là. Merci pour cette précision. On y reviendra de toute façon dans le débat. On va immédiatement passer la parole à Feriel Lalami, qui, comme au Maroc, comme l'a dit Nadia. Effectivement, ce sont des luttes qui ne datent pas d'hier. Et actuellement, je vais commencer par ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain des luttes, pour remonter un petit peu en arrière, sans aller comme c'est fait classiquement à la période de lutte de libération nationale, mais plutôt à la période où le mouvement des femmes s'est constitué comme une force, comme une potentialité politique sur la scène politique algérienne. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que depuis janvier 2011, l'Algérie est travaillée dans sa profondeur par des mouvements sociaux de grande ampleur qui se traduisent par une série de grèves. Et quand je dis une série, c'est un nombre de grèves incalculables qui sont organisées notamment dans le secteur public. Et si je mentionne cet aspect, ce n'est pas indifférent, c'est parce que les femmes qui travaillent, en général, travaillent dans ce secteur. Donc, ce à quoi on assiste, c'est à une présence et une visibilité des femmes dans ces luttes, qui sont des luttes pour une augmentation de salaire, pour des régularisations de statut, mais des luttes déterminées dans lesquelles non seulement elles prennent leur place totale, mais dans lesquelles on voit des formes qui les impliquent davantage que d'habitude. C'est-à-dire que, par exemple, certaines grèves se traduisent par des sit-ins. C'était le cas des enseignants et des enseignantes contractuelles qui ont occupé la place devant la présidence de la République pendant plus d'une semaine, nuit et jour. Et nuit et jour, femmes et hommes étaient côte à côte, assis ou allongés la nuit quand il fallait dormir, sur la place. Je veux aussi citer un autre exemple de la nouveauté de ces formes de lutte, c'est le fait que les chômeurs sont organisés en mouvement, parce que comme dans tous les pays du Maghreb, il y a un fort taux de chômage, et encore plus chez les diplômés, et eux, puisque les femmes diplômées sont 3 fois plus frappées par le chômage que les hommes. Et la porte-parole des chômeurs a été interpellée alors qu'elle distribuait des tracts, traduite en justice, etc. Donc les chômeurs se sont dotés eux-mêmes d'une femme pour représenter et exprimer leur mouvement. Ceci dit, est-ce pour autant que cette présence, est-ce qu'on va continuer à dire que ces présences de femmes très importantes, indéniablement, puisqu'elles vont modifier la représentation que la société peut avoir des femmes, qu'elles vont faire bouger les frontières, notamment des espaces, comme je l'ai dit au début, notamment de la présence des femmes dans l'espace public. Donc, est-ce que ces actions vont suffire ou vont se traduire automatiquement par l'acceptation par la société d'une égalité de droits? De cela, on sait très bien, et l'histoire, en tout cas en Algérie, l'a montré, rien n'est moins sûr. C'est-à-dire qu'il faut impérativement que cela soit traduit par les femmes et dans des luttes spécifiques, par une revendication d'égalité des droits. Et de ce point de vue,
les femmes et les femmes organisées en Algérie ne partent pas du vide, même si, hélas pour ce pays, la décennie sanglante a effacé le souvenir des luttes passées. Mais il est temps de les rappeler pour avancer vers la construction démocratique. Donc, quels ont été les pas franchis par le mouvement des femmes? On peut situer la période où des jalons importants ont été construits, non seulement pour le mouvement des femmes, mais aussi pour la démocratie, dans la décennie entre 80 et 90. Puisque c'est à partir des années 80 que le mouvement des femmes se construit de façon indépendante en Algérie, indépendante des organisations officielles, puisque comme au Maroc, comme en Tunisie, eh bien, la seule organisation de femmes possible était sous tutelle du parti unique, hein, c'était l'UNFA, et que des groupes de femmes vont se constituer de façon indépendante pour dénoncer le projet de code de la famille. Ce geste, faire ce pas est également une contribution à la démocratie, puisque plus tard, on sait bien que c'est la revendication qui va être formalisée après le soulèvement d'octobre 88, dans une libéralisation qui permettra la liberté d'association. Donc les femmes ont été de ce point de vue pionnières. Un autre aspect dans cette expression, c'est qu'elles vont s'organiser pour manifester publiquement. Or, les manifestations dont je parle se déroulent en 1981. Des femmes vont sortir à 4 reprises dans la rue pour manifester. Et bien sûr, elles seront réprimées, arrêtées, etc. Mais en tout cas, ce geste a été fait et c'est également une contribution aux revendications démocratiques. Certes, une année auparavant, le mouvement culturel berbère avait lui-même s'était déployé sur l'espace public, mais les femmes n'ont pas été en reste, puisque une année plus tard, elles-mêmes manifestent publiquement dans la rue et manifestent devant l'Assemblée nationale en lui déniant sa représentativité. Et on peut dire que ce message est éminemment politique et contribue aussi à l'idée que la population algérienne doit se doter d'une instance réellement représentative. Tout ceci impliquait donc une demande de plus de liberté publique, tout simplement. La revendication elle-même autour de la dénonciation du projet de code de la famille qui a été soumis en 1981 à l'Assemblée, puis retiré justement à la faveur du mouvement que je viens de vous décrire, se polariser autour de cette loi, à l'époque projet de loi qui est devenu loi en 1984, qui dit quoi? Pourquoi cette revendication est importante? Bien sûr, elle est importante dans la mesure où c'est une loi qui, évidemment, alors là, c'est même pas dans les nuances, par exemple, comme dans le code tunisien où on pourrait dire qu'aujourd'hui il se trouve dépassé, qu'il y a par exemple au chapitre sur les successions qui est parfaitement inégalitaire. En ce qui concerne le code algérien de la famille, dès le départ, il ne fallait pas être grand clerc ni juriste spécialisé pour se rendre compte que c'est une discrimination insultante à l'égard des femmes, grosso modo. C'est une loi qui impose un tuteur matrimonial aux femmes, même majeures, pour se marier, qui conserve et maintient la polygamie, qui crée une hiérarchisation dans le couple entre le mari et l'épouse qui doit obéissance à son mari, etc., etc.
Donc bien sûr sur le reste, sur les successions, c'est du même ordre que ce qui est dans les textes de loi marocains et tunisiens. Mais cette question-là, en quoi est-elle importante? Elle est importante bien sûr pour les femmes, mais elle est importante dans la mesure où, je vais dire ce qui paraît être une tautologie, c'est une loi. C'est-à-dire que c'est un texte qui est émis par l'État algérien, qui par ailleurs se définit ses principes comme ceux de l'égalité, etc. Et donc, en dénonçant et en mettant en pleine visibilité le caractère discriminatoire de cette loi, le mouvement des femmes en Algérie révèle une des façades, à l'époque où ça n'était pas encore très répandu et très public, une des façades d'un État autoritaire qui veut imposer à travers le code de la famille une forme d'oppression que lui-même déploie et entretient à l'égard de l'ensemble des citoyens. Et c'est le sens de la revendication du mouvement qui, tout en demandant l'abrogation du code de la famille et des lois égalitaires, l'a toujours assorti de cette revendication citoyenne à part entière. C'est-à-dire que cette revendication ne concerne pas uniquement les femmes, comme certains pourraient le croire, mais elle concerne de fait, en l'énonçant de cette manière, on implique la société tout entière dans ce que doit être, ce que devrait être la citoyenneté en Algérie. Le mouvement a pu se déployer de façon plus, je dirais, plus confortable dans deux brèves années qui ont été trop brèves pour toutes les forces démocratiques en Algérie, entre 89 et 91, où il y a eu une légère ouverture politique, où il y a pu avoir l'exercice des libertés publiques. Et les femmes ont conquis à cette époque le droit inconditionnel de vote, qui était lui aussi remis en question, puis toujours sur le même principe de hiérarchisation, puisqu'à l'époque, jusqu'à ce que les femmes s'en mêlent, eh bien, la loi électorale permettait à l'époux de voter pour l'épouse avec un livret de famille, tout simplement en se présentant au scrutin. Puis vint la période terrible des violences que vous tous connaissez et sur laquelle il est difficile de mettre des mots, si je n'y reviendrai pas, et qui a contribué à affaiblir non seulement le mouvement des femmes, mais l'ensemble des forces politiques. Ces violences, les violences des groupes armés islamistes, les violences du pouvoir dans sa répression, l'arbitraire, la confusion qui a régné a considérablement affaibli le mouvement, ce qui fait que, effectivement, affaibli, désorienté, je dois dire, puisqu'on a vu certaines associations, certaines personnalités prendre des positions qui n'étaient pas du tout productives pour le mouvement des femmes, ni pour la conquête de l'égalité des droits. Mais le pouvoir algérien autoritaire et démagogique, c'est-à-dire caressant certaines forces politiques dans le sens du poil réactionnaire, a commis la faute qui a sauvé le mouvement, c'est-à-dire que à partir de 96, par exemple, il va ratifier la Convention de Copenhague. Vous me direz, mais c'est une excellente nouvelle. Cependant, cette ratification va se faire avec des réserves liées au code de la famille, ce qui est bien sûr vider une convention qui vise à supprimer les discriminations à l'égard des femmes, c'est la vider totalement et de son sens et de son contenu. C'est à ce moment-là que il va y avoir un recentrage du mouvement autour de ses propres revendications et donc autour, ce que je veux dire, c'est que
certes, il ne peut pas y avoir, comme c'est le thème de la réunion qui nous réunit ce soir, il ne peut pas y avoir de démocratie sans égalité entre les hommes, les femmes et les hommes, mais également dans les luttes des femmes pour leurs droits se construit la démocratie pour un pays. À chaque fois que les femmes avancent dans leurs revendications pour conquérir plus de droits, elles remettent de fait, explicitement, et pas seulement implicitement, explicitement, les modes de fonctionnement d'un État autoritaire. Parce que pour se déployer, un tel mouvement a besoin de liberté publique, a besoin de liberté d'expression, d'association, d'organisation. Et remet en cause la définition finalement que l'État veut donner, qui est celle d'une oppression d'un groupe par un autre, comme en fait la société elle-même est opprimée par un État autoritaire qu'on connaît. Donc, pour terminer, je souscris entièrement au thème du colloque, bien entendu, et en disant que pour l'association à laquelle j'appartiens, l'Association pour l'égalité, eh bien, dès 1990, nous disions il n'y a pas de démocratie possible sans droit des femmes, et il n'y a pas de droit des femmes sans démocratie. C'est le sens aujourd'hui que les associations, quelques associations de femmes, je dirais les associations de femmes qui ont réussi à survivre à la tourmente aujourd'hui, tentent de donner à leur lutte en participant à non seulement aux luttes sociales, mais aussi aux luttes politiques, aux collectifs qui se constituent dans différents endroits pour le changement et la démocratie. Donc nous ne sommes pas dans le même temps qu'en Tunisie, mais nous sommes malgré tout dans un temps qui a avancé et dans lequel il est important de rappeler les jalons de ce qui a déjà été conquis.